Bienvenue à l'économie du déclin. Welcome to the economy of the collapse. Aujourd'hui, écoutez ça. Écoutez bien ça. Quelqu'un va la posséder, votre maison. Et là, tu te demandes, c'est quoi ce titre-là? Écoute bien. Là, puis tiens, excusez, là, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui. La propriété résidentielle, là, est-elle vraiment régressive? Hein? En janvier 2020, un discours là, devant un auditoire à Toronto. Et là, il y a un homme qui se dirige vers le micro. Et cet homme-là dirige la Société canadienne d'hypothèque et de logement. L'agence fédérale dont la mission historique est littéralement d'aider les Canadiens à devenir propriétaires. Et voici ce qu'il dit à ce moment-là. Le rêve d'accession à la propriété est statique et régressif. Et il faut dénoncer la glorification de la propriété résidentielle. Et ça ne s'arrête pas là. Il s'attaque nommément à la maison unifamiliale, ce qu'il appelle le mauvais type de construction résidentielle. Et plaide pour qu'on bâtisse des immeubles locatifs de 100, 200 unités, là où on construisait autrement 10 maisons. Le 10 août 2026, il y a 2 semaines, le gouvernement fédéral de Mark Carney a nommé cet homme, Evan Siddall, premier président du conseil d'administration de Build Canada Home, la nouvelle société d'État chargée de logement au pays. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'histoire aussi derrière Siddall et Carney. Ça fait un petit bout, évidemment, qu'ils travaillent ensemble et se connaissent bien. Bienvenue à Economy of the Collapse. Aujourd'hui, une question simple. Pourquoi essaie-t-on de nous convaincre? Et ça fait longtemps que c'est le cas. Là. Moi-même, quand je travaillais à la SCHL, je débattais de ça. J'étais un peu le bouton noir qui disait « Voyons, c'est quoi cet argument-là? » Et là, c'est drôle, il revient encore et j'ai encore la même discussion. Donc, pourquoi essaie-t-on de nous convaincre là, que posséder sa maison serait régressif? Par contre, je vous préviens tout de suite, cet épisode ne sera pas le réquisitoire là, auquel vous attendez peut-être certains d'entre vous, parce qu'il existe un vrai argument économique là, derrière ce mot-là, un argument sérieux, chiffré, et je vais vous le présenter là, dans sa meilleure version. Et parce que un des meilleurs arguments contre la propriété spéculative, je l'ai moi-même défendu à l'émission par rapport au Plex. Mais il y a une distinction importante entre les Plex et les maisons. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Et il y a une question que personne ne pose à ceux qui essaient de déclarer la propriété dépassée, une seule. Elle tient en 6 mots et c'est le titre de cet épisode. Maintenant, tu vas comprendre. Quelqu'un va la posséder, votre maison. Et si ce n'est pas vous, c'est qui? C'est là que c'est intéressant. On y arrive. Mais avant, un petit peu de théorie, parce qu'on aime ça à Economy of the Collapse. Donc, rendons justice à la thèse adverse, parce qu'elle n'est pas idiote et parce que la connaître vous rend imbattable au souper de Noël. D'abord, précisons le vocabulaire, parce que le mot régressif est mal compris. En fiscalité, une mesure est régressive quand son avantage augmente avec la richesse, dans l'idée que ce qui n'est pas régressif, c'est de distribuer équitablement. Une taxe régressive frappe plus durement les pauvres. Une subvention régressive enrichit davantage les riches. Et voici le chiffre qui fonde tout l'argument. L'exemption pour résidence principale, le fait que le gain sur la vente de votre maison n'est pas imposable, coûtait environ 10 milliards de dollars par année au fédéral, selon les estimations du ministère des Finances pour 2022. Ce serait une dépense la plus coûteuse du pays en matière de logement. Plus grosse que n'importe quel programme de stratégie nationale du logement. Si on veut le voir en dépenses, là, ça c'est une autre question. En fait remarquable, relevé par les chercheurs,
Cette dépense, puis moi je mets vraiment quote là, parce que je suis pas, j'ai une vision différente par rapport à ça, mais c'est un langage communément accepté de dire que c'est une dépense. Donc cette dépense de 10 milliards n'est même pas mentionnée dans la stratégie nationale sur le logement. Donc le plus gros levier fiscal du logement au Canada est absent du document qui prétend planifier le logement au Canada. Maintenant, à qui profite ce 10 milliards? Faites l'arithmétique avec moi. Le propriétaire d'un bungalow de Vancouver, dont la valeur a grimpé de 900 000 $ encaisse un cadeau fiscal de plusieurs centaines de milliers de dollars. Le propriétaire d'un condo de Trois-Rivières qui a pris 60 000 $ encaisse quelques milliers. Le locataire de 25 ans encaisse zéro. Voilà le sens technique de régressif. Plus votre actif a monté, plus l'État vous récompense. C'est un transfert dont le montant est proportionnel à votre gain en capital. 3 arguments académiques s'empilent là-dessus. 1. L'effet sur les prix. Les chercheurs qui travaillent sur cette question notent que l'exemption incite les ménages à miser sur la hausse du prix des maisons comme méthode d'épargne. Quand le système fiscal récompense l'appréciation, il fabrique une société qui veut que les prix montent. Une société qui veut que les prix montent ne construira jamais assez. 2. L'hypothèse du home voter. L'économiste Bis Fischel à Dartmouth a formalisé ceci. Quand l'essentiel de votre patrimoine est concentré dans un seul actif non diversifié, votre maison, vous avez un intérêt parfaitement rationnel à bloquer tout ce qui pourrait en faire baisser la valeur. Donc, le projet de densification à 3 rues d'ici, le bloc de logements sociaux, la tour à condo. Le NIMBY n'est pas un défaut de caractère, c'est un comportement d'investisseur qui protège son portefeuille et l'exemption fiscale amplifierait l'incitatif. 3. L'hypothèse d'Oswald. L'économiste Andrew Oswald a documenté une corrélation troublante entre les taux de propriété élevés et le chômage structurel. Le mécanisme. Un propriétaire étant ancré, les frais de transaction, droits de mutation, courtier déménagement rendent coûteux le fait de suivre l'emploi. Une économie de propriétaire est une économie moins mobile. Voilà le Steelman. Ce n'est pas du délire de fonctionnaire. C'est de la littérature économique établie. Et je dois même vous faire un aveu parce que cette émission ne triche pas. Il y a quelques semaines, dans notre épisode sur les Plex et les écoles de formation, j'ai passé 40 minutes à démontrer que traiter le logement comme un véhicule de spéculation gonfle les prix, attire des cohortes d'acheteurs identiques, transmet la pression au loyer et finit par pourrir le parc immobilier faute d'argent pour l'entretien. J'ai dit, et je le maintiens, qu'un immeuble qui s'apprécie comptablement pendant qu'il pourrit physiquement, c'est de la définition du collapse. Alors, quand quelqu'un dit que le logement actif est un problème, il dit une version de ce que j'ai dit. Sauf que, et c'est tout l'épisode, il y a une distinction que cet argument escamote systématiquement. Et cette distinction vaut des centaines de milliers de dollars pour votre famille. Il y a 2 choses complètement différentes qu'on appelle propriété immobilière. Et tout le débat public consiste à les confondre. Chose numéro 1, le logement comme véhicule de rendement. Le Plex acheté à 20 fois des revenus par un gradué de fin de semaine, le flip, le condo acheté sur plan pour être vendu avant la livraison. L'investisseur en cash flow négatif qui parie sur l'appréciation. Le financement Ponzi de Minsky dont on a parlé. Cette activité-là gonfle les prix, évince les acheteurs occupants et n'ajoute pas un seul logement au parc. Critiquez-la tant que vous voulez. Je serai à vos côtés avec les chiffres. On le fait, cet épisode-là. Par contre, chose numéro 2, le logement comme un toit qu'on possède. La famille qui achète un endroit pour vivre, rembourse pendant 25 ans, il élève ses enfants. Ce ménage-là ne spécule pas. Il ne retire aucun logement du marché. Il en occupe un. Exactement comme il en occuperait un en le louant. Sa plus-value est largement fictive tant qu'on y habite. S'il vend cher, il rachète cher. Ces 2 choses n'ont rien à voir. Et pourtant, quand on déclare que la glorification de la propriété est un canard régressif, c'est la deuxième qu'on frappe la famille avec des arguments tirés de la première. Et ça, c'est un faux pas intellectuel. Il faut le dire, le ménage propriétaire-occupant n'est pas un spéculateur. C'est dans la plupart des cas
quelqu'un qui a fait la seule chose intelligente que le système lui permettait encore de faire. Ce qui nous amène au segment le plus important de l'épisode. Parce que si vous retirez cette option-là, il faut regarder ce qui reste. Hein? Quand on dit là, à un ménage, vous seriez mieux de louer et d'investir dans la différence, on suppose que la maison n'est qu'un placement, comparable à un portefeuille. Et c'est faux. La maison là, achète 3 choses qu'aucun portefeuille ne fournit. Chose 1, le contrôle là, sur votre propre calendrier. La sécurité d'occupation. Le locataire là, ne décide pas quand il déménage. La reprise de logement décide. La rénoviction décide. Les travaux majeurs décident. Le propriétaire qui vend là, décide. Vous pouvez adorer votre quartier, avoir vos enfants à l'école du coin, votre réseau, votre vie, et devoir tout défaire parce que quelqu'un d'autre a signé un papier. Et rappelez-vous là, ce qu'on a documenté dans l'épisode sur les Plex. Quand la marge disparaît, là, la seule variable compressible devient l'entretien et la CHL elle-même reconnaît que les propriétaires les moins scrupuleux sous-investissent et évincent les locataires pour profiter de la hausse des loyers puis créée par la pénurie. Être propriétaire de son toit, là, ce n'est pas un investissement. C'est plus que ça, c'est de la souveraineté domestique. Chose 2, et c'est mon argument technique préféré, là, parce qu'il ne relève d'aucune idéologie. La marge de crédit hypothécaire. Écoutez bien, là, un ménage canadien ordinaire n'a accès à aucun crédit rotatif de 100 ou 200 000 là, à taux préférentiel, plus un peu. Autrement, qu'en étant propriétaire. Aucun. Le locataire équivalent avec le même revenu, le même dossier de crédit, il a une carte de crédit à 21 %. S'il est chanceux, peut-être à 9 %. Alors, la maison, là, n'est pas qu'un actif, c'est l'amortisseur là, de choc du ménage moyen. Perte d'emploi, maladie, divorce, un toit à refaire, le démarrage de l'entreprise, le retour aux études. Dans la vraie vie, l'équité immobilière est le seul mécanisme d'assurance tampon accessible à une famille sans fortune. Et maintenant, faites le raccord avec notre épisode sur l'inflation des salaires. On établit que le salaire réel médian a progressé de 3,4 % en 30 ans, pendant que la productivité gagnait 57 %. Que les clauses d'indexation ont été tuées, que le revenu du travail seul n'accumule plus rien. Dans cette économie-là, le coussin patrimonial n'est pas un luxe de bourgeois. C'est le dernier système de résilience du ménage. Retirer ça sans rien mettre à la place, c'est enlever le filet en annonçant que le trapèze a été démocratisé. Chose 3. L'épargne forcée qui fonctionne pour les gens ordinaires. Louer et investir la différence. Je suppose que les ménages investissent effectivement la différence. Les données sur l'épargne des ménages sont pourtant éloquentes. La plupart ne le font pas. L'hypothèque, elle, est automatique, contraignante et liquide. C'est précisément pour ça qu'elle marche. C'est le seul plan d'épargne qui fonctionne pour quelqu'un qui n'a ni conseiller, ni discipline, ni littératie financière. Un mécanisme qui transforme un paiement mensuel obligatoire en patrimoine sans exiger aucune expertise. 3 fonctions: sécurité, liquidité, urgence, épargne automatique. Nommez-moi là, le produit financier qui remplace ça pour une famille au revenu médian. Il n'existe pas. Alors, si on retire de la propriété à ces gens-là, la maison ne disparaît pas. Là. Elle change tout simplement de main. Et c'est là qu'il faut regarder qui tend les siennes. Quelqu'un, là, va la posséder, votre maison. Et c'est le cœur de l'épisode. C'est d'une simplicité enfantine. Une maison ne peut pas ne pas être possédée. Un immeuble locatif ne se possède pas tout seul. Chaque logement du pays a un propriétaire, toujours, sans exception. Alors, quand on déclare que l'aspiration à la propriété est un canard régressif et qu'on encourage une nation de locataires, on ne fait pas disparaître la propriété, on la transfère. La vraie question n'a jamais été propriété ou pas. C'est propriété diffuse ou propriété concentrée, répartie entre des millions de ménages ou consolidée entre les mains de quelques centaines d'entités. Et au Canada, la réponse est en fait s'écrire, regardez les chiffres. Le nombre de logements détenus par des sociétés de placement immobilier est passé de 0 en 1996 à près de 200 000. Aujourd'hui, les sociétés financières détiennent entre 20 et 30 % du parc locatif du pays. 17 des 25 plus grands propriétaires au Canada sont des sociétés financières et les plus grandes détiennent à elles seules plus de 344 000 logements, environ 1/5 du parc locatif. Et le chiffre là, qui devrait vous faire dresser les cheveux sur la tête, celui qui répond directement à la question « Oui, mais des maisons, personne ne va les louer »,
Le premier véhicule institutionnel de location de maisons unifamiliales a été lancé au Canada en 2021. Ce n'est plus là une hypothèse américaine, hein? La financiarisation de la maison individuelle, la vraie maison là, avec la cour et l'entrée de garage là, a commencé maintenant, ici, il y a 5 ans. Il n'y a pas de hasard là, avec les discours, où est-ce qu'on vous dit, assez régressif maintenant. Toronto donne un aperçu de la destination. En 2020, les investisseurs possédaient un logement sur 5 et représentaient près de 40% de tous les achats de logements neufs. La même année, la quasi-totalité des achats d'immeubles multifamiliaux de la ville ont été réalisés par des sociétés financières. Pas la majorité, la quasi-totalité. Alors, reformulons là, la thèse adverse en langage clair. Vous accordez trop d'importance à posséder votre maison signifie, dans les faits, quelqu'un d'autre va la posséder pour vous. Et vous, là, vous allez lui payer un loyer pour y vivre dans votre maison. Ce n'est pas un jugement moral que je porte, c'est une identité comptable. Le titre de propriété existe. La seule question est le nom qui va être écrit dessus. Il faut le dire posément. Là. Celui qui détient du capital immobilier a un intérêt objectif à ce que la nation soit locataire. Chaque ménage qui renonce à acheter est un ménage qui devient un flux de revenus. Ce n'est pas un complot, là, c'est le fonctionnement normal d'un bilan. Mais ça devrait au moins nous rendre attentifs à qui détient le micro quand on nous explique que la propriété est surestimée. Et là, attention, un petit segment délicat ici, alors je vais être chirurgical, je m'en tiens aux faits publics et documentés, et je ne prête d'intention à personne, très important. Hein? Le parcours là, du nouveau président du Conseil de Build Canada Home, Evan Sildahl, qui a dirigé la SCHL de janvier 2014 à avril 2021, où il a contribué à concevoir la première stratégie nationale sur le logement et plus de 30 programmes fédéraux. Hein? Ensuite, il a été gestionnaire de fonds albertain jusqu'en 2024, vice-président de BMO, marché des capitaux, bon, etc. Hein? Et surtout, il était pendant plusieurs années conseiller spécial de Mark Carney, hein, lorsque celui-ci était gouverneur de la Banque du Canada. L'épisode qui devrait retenir votre attention, pendant qu'il dirigeait la SCHL, l'agence a accordé 250 000 $ à des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique pour étudier la taxation de la valeur nette immobilière, l'équité de votre maison. Les documents obtenus par accès à l'information montrent que Sildahl a personnellement écrit aux chercheurs, dans un courriel de mai 2019, que l'idée lui plaisait et qu'il la jugeait très valable. Puis, quand la nouvelle est sortie, il a nié publiquement, catégoriquement. La SCHL ne dépensait pas 250 000 $ pour envisager une taxe sur le logement, écrivait-il, et les journalistes qui le rapportaient faisaient du mauvais travail. Il a parlé de reportages irresponsables, de non-histoire, d'inexactitude. Les documents d'accès à l'information ont ensuite confirmé qu'une taxe sur la valeur nette immobilière était bel et bien l'objet principal de la recherche. Voilà, ce n'est pas une divergence d'opinion sur la politique du logement. C'est un organisme, là, un dirigeant d'organisme qui a démenti en termes absolus une chose que ses propres dossiers contredisaient. Et je vais être équitable, la nuance qui compte, c'est que Build Canada Homes n'a aucun pouvoir de taxation. C'est une société d'État axée sur le logement hors marché qui agit par contribution, prêt et garantie de prêt. Personne ne va taxer votre maison depuis ce siège-là. Le problème n'est pas le pouvoir, c'est la disposition d'esprit de celui qui l'occupe et le fait qu'il ait déjà démontré ce qu'il fait quand la vérité est embarrassante. Évidemment, si Mark Carney l'a mis dans ce siège-là, c'est qu'il partage évidemment ses idées et Mark Carney évidemment a toujours dans une fiducie des actions, des options d'action de Brookfield, qui d'ailleurs est un joueur majeur dans ces choses-là qu'on discute ici aujourd'hui. Et l'étage au-dessus, hein? Le premier ministre, lui, il a démissionné, là. Oui, c'est vrai qu'il a démissionné de Brookfield. Hein? Mais il a fait une divulgation à la commission à l'éthique, rendue publique en juillet 2025, qui confirme qu'il conserve là ses options d'achat et ses unités d'action différées de Brookfield et de sa société mère valant plusieurs millions au cours actuel. Hein?
Les documents d'entreprise chiffraient cela à 6,8 millions à la fin de 2024. Donc, il détient aussi des parts de Partners Value Investment, le véhicule par lequel les cadres les plus haut placés de Brookfield détiennent un bloc d'actions, habituellement réservé à un cercle restreint d'initiés. Le tout là, est logé dans une fiducie sans droit de regard, assortie d'un écran couvrant plus d'une centaine d'entités liées à Brookfield. Hein? Au comité d'éthique, là, le débat porte exactement là-dessus. Un député a pressé le commissaire d'admettre que si les profits de Brookfield montent, la valeur des avoirs du premier ministre montre aussi, fiducie ou pas. Hein? Un juriste spécialisé résumait le problème. On peut être passablement certain que les options sont toujours là. Une fiducie aveugle vous rend aveugle à ce que vous détenez. Quand l'actif est public et connu de tous, la cécité devient une fiction juridique. Là. La défense existe aussi et je la donne. Il a fait plus que la loi n'exige. Il n'a aucun contrôle sur la gestion et l'écran est conçu pour l'écarter des décisions concernées. Bon, d'accord. Mais si, disons, Canada Build pousse pour qu'on devienne une nation de locataires, est-ce qu'il est avantagé? Absolument. Oui, il est avantagé. Et il va gagner de ce changement de politique-là. Et je ne dis pas ça comme... Je ne dirais pas là, que ces hommes orientent la politique de logement pour s'enrichir directement. Là. Je n'en ai aucune preuve. Et l'accusation serait aussi paresseuse qu'injuste. Hein. Je dis quelque chose de plus dérangeant parce que c'est structurel. La classe entière qui décide de la politique du logement au Canada a déjà son patrimoine constitué et il est adossé à des actifs financiers. Donc, ces gens-là ne perdent rien si le taux de propriété baisse. Ils sont, par construction, du côté du bilan, hein, qui gagne quand une nation devient locataire. Ce n'est pas de la corruption, c'est un angle mort sociologique, exactement le mécanisme qu'on a décrit dans l'épisode sur Norvold. Hein. Pas des méchants, un système où l'accès à la décision est distribué à des gens dont les intérêts convergent naturellement et où personne dans la pièce n'a jamais eu besoin d'une marge de crédit hypothécaire pour passer à travers un mois de novembre. Et faisons un procès équitable. Là. Voici les meilleurs arguments contre tout ce que je viens de vous dire. Hein? 1. Vienne existe. À Vienne, une majorité écrasante d'habitants sont locataires et ce n'est pas une tragédie. Logement social de qualité, mixité sociale, sécurité d'occupation quasi perpétuelle, loyer encadré à vie. En Allemagne, en Autriche, en Suisse, on peut être locataire toute sa vie sans précarité. Donc, oui, une société de locataires peut être une société décente. C'est démontré empiriquement. 2. La densité n'est pas qu'un caprice du capital. Et notre propre émission a fait la preuve. Souvenez-vous là que de l'épisode sur les ponts. En chaque kilomètre d'aqueduc, d'égouts, de routes et de ponts doit être payé par les ménages qui le desservent. L'étalement familial et ce qu'il rend dans les infrastructures municipales, c'est ce qui rend ça impayable. Quand quelqu'un dit là, vaut mieux bâtir 200 logements que 10 maisons sur un terrain, là, il n'a pas seulement tort du point de vue du capital, hein, il a partiellement raison du point de vue du budget municipal. Je ne peux pas dénoncer le coût des infrastructures dans un épisode et défendre l'étalement infini dans le suivant. Évidemment. 3. L'exemption fiscale est vraiment mal ciblée. 10 milliards par année, dont l'essentiel va aux gains les plus élevés, ça mérite un examen. Défendre l'accès à la propriété n'oblige pas à défendre que chaque dollar de subvention aille aux plus fortunés. Hein? On peut avoir un discours et avoir une question là-dessus aussi. Mais voici ma réponse. Sur Vienne, d'accord. Hein? Mais on ne peut pas importer la prémisse européenne sans importer les institutions européennes. Le modèle là, viennois là, fonctionne parce que le locataire, il y a une sécurité d'occupation quasi absolue, il y a un parc public massif. Au Canada, là, on propose de retirer l'aspiration à la propriété sans offrir la contrepartie. Il n'y a aucun mécanisme pour l'offrir rapidement et de la même façon. Résultat, c'est le pire des deux mondes. Ni la sécurité, ni la protection. On demande aux gens de renoncer à l'échelle avant d'avoir construit le plancher. Faites Vienne d'abord, ensuite on discutera de la régressivité de la propriété, n'est-ce pas? Sur la densité, le problème n'a jamais été la densité. Le problème, c'est qui possède la densité. Un immeuble de 200 logements là, peut appartenir à une société financière qui en extrait un rendement trimestriel maximal ou à 200 familles en copropriété ou à une coopérative d'habitation ou à un fonds foncier communautaire. La densification est une question d'urbanisme. La propriété est une question de pouvoir. Hein? C'est pas du tout la même chose. Et on fait par exprès de confondre les deux régulièrement pour un petit peu vous en faire wapper.
On nous vend constamment le deuxième en habillage de la première, tu sais. Et ça, c'est pas correct. Sur l'exemption, là, réformer une dépense fiscale par le haut, hein, on dit que c'est une dépense, mais à la base, là, l'État, au début du siècle, là, il n'y avait presque pas de taxes ni d'impôts, puis il y a déjà un temps, il n'y en avait pas du tout. On sait bien d'en mettre partout. Et là, parce qu'il y a un endroit où il n'y en a pas, ça serait une dépense. C'est pas nécessairement une dépense, c'est juste qu'on ne veut pas taxer cet endroit-là. Est-ce qu'on est obligé de tout taxer? Question. Et là, réformer cette dépense-là en plafonnant l'avantage au-delà d'un seuil élevé, par exemple, n'a rien à voir avec dire à une famille de la classe moyenne que son aspiration est un canard régressif, là. Le premier est un ajustement technique, le second est un message culturel. Et ils n'ont pas les mêmes effets sur qui achète les maisons demain. OK? Donc, on arrive à nos solutions maintenant. Première solution, plafonner l'exemption plutôt que l'abolir. Si on veut absolument faire quelque chose, parce qu'il faut absolument faire quelque chose, puis évidemment, on a un gouvernement libéral majoritaire, donc s'ils ont envie de le faire, ils vont le faire. Donc, si le problème là, est qu'un gain de 900 000 reçoit le même traitement qu'un gain de 60 000, là, la réponse n'est pas de taxer tout le monde, c'est de plafonner davantage au-delà d'un seuil élevé indexé. On corrige la régressivité par le haut sans toucher au premier acheteur. C'est faisable, c'est chiffrable et ça évite d'utiliser un bulldozer là où on a besoin tout simplement d'un petit scalpel. 2, viser la spéculation, pas l'occupation. Toute la fiscalité du logement devrait faire la distinction du segment 2. Donc, traiter dur pour le flip, l'achat-vente rapide, logement vacant, détention par des entités opaques, traitement protégé pour le propriétaire occupant. Là. Ce n'est pas idéologique, c'est simplement de cibler le comportement qui gonfle les prix plutôt que celui qui abrite une famille. 3, si on veut une nation de locataires, il faut construire Vienne d'abord. Sécurité d'occupation, plafond de hausse lié au ménage et non au logement, parc public et coopératif à grande échelle. Notez que Build Canada Homes est justement axé principalement sur le logement hors marché. C'est sur papier la bonne direction. La question est l'échelle et le sérieux. L'agence dit avoir engagé près de 17 000 logements par 17 000 partenariats. Par 17 partenariats, dont plus de 1900 en construction. Rapportez ça là, au déficit de logement du pays, qui se compte en millions. C'est un début, et ce n'est pas un modèle viennois. 4, la transparence sur la propriété de registre. On ne peut pas débattre de qui possède le Canada sans savoir qui possède le Canada. Hein? Un registre public obligatoire des propriétaires bénéficiaires ultimes de tout logement locatif avec le nom des humains derrière les sociétés numéros et les fiducies. Si l'idée là, que les sociétés financières détiennent 20 à 30 % du parc locatif vous semble abstraite, c'est justement parce qu'on nous refuse la carte. On exige d'un citoyen qu'il déclare la vente de sa résidence principale sous peine d'amende. On peut bien exiger d'un fonds qu'il déclare les 4000 potes qu'il détient, n'est-ce pas? Donc oui, l'exemption fiscale sur la résidence principale est mal ciblée. 10 milliards par année, dont l'essentiel va aux gains les plus gros. Oui, le logement traité comme actif spéculatif détruit l'abordabilité et je l'ai démontré moi-même il y a 3 semaines. Oui, une société peut être majoritairement locataire et parfaitement civilisée, comme à Vienne. Mais on ne construit pas Vienne en disant à une famille de Trois-Rivières que son rêve est un canard régressif. On construit Vienne en construisant Vienne. Et surtout, une maison ne peut pas être possédé. Donc, quand on décourage des millions de ménages à posséder, on ne supprime pas la propriété, on la concentre, on la transfère à des fonds et qui bénéficient de ces fonds-là. Hein? C'est là que je vous invite à réfléchir. Zéro logement de société de placement immobilier en 96, ça ferait 200 000 aujourd'hui. Hein? 20 à 30 % du parc locatif aux mains de sociétés financières. Hein? Le premier véhicule additionnel de maison unifamiliale lancé ici, en 2021, un logement sur 5 à Toronto, détenu par des investisseurs. Alors, la prochaine fois qu'on vous expliquera, là, du haut d'une tribune, que vous accordez trop d'importance à posséder votre maison, posez la seule question qui compte. Pas pourquoi, pas êtes-vous de droite ou de gauche, demandez, et si ce n'est pas moi, c'est qui? Hein? Puis regardez bien qui répond et ce qu'il y a dans son portefeuille. C'était Economy of the Collapse. Partagez l'épisode idéalement avec quelqu'un qui renouvelle son hypothèque cette année. Il aura besoin d'entendre ce qu'il possède a de la valeur, même quand des gens très bien habillés sur de beaux lutrins lui expliquent le contraire. À la prochaine.